Je remercie Monsieur Chérubin de m'avoir invité déjà pour présenter justement les différents sujets dont je vais vous parler. Donc, comme on vient de le dire, c'est du coup, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un dérivé du travail de recherche que j'ai effectué durant ces derniers mois au sein de mon stage. On m'a demandé de traiter justement les thématiques de désinformation par rapport à la vaccination. Là, j'ai repris un petit peu ce que j'ai pu lire du coup dans la littérature scientifique, mais bon, j'ai essayé d'élargir un petit peu le spectre. Alors, donc pour commencer, avant de vous parler justement des différents concepts que vous voyez en ce titre, qui sont la surabondance d'informations, la désinformation et la manipulation, il est nécessaire que je vous parle euh, du coup de l'ère post-vérité. Donc, selon le Larousse, l'ère de la post-vérité, c'est ce qu'on pourrait appeler la période dans laquelle l'opinion personnelle, l'idéologie, l'émotion ou la croyance l'emporte sur la réalité des faits. Donc, c'est important de parler de ça maintenant, parce que ça va être un petit peu en fond de tout ce qu'on va du coup développer dans le reste de la présentation. On peut du coup dire que on est actuellement dans cette ère de post-vérité, donc selon certains scientifiques, pas une vérité absolue évidemment, euh, et en plus, cette ère de postérité, elle est arrivée aussi avec l'avènement des réseaux sociaux. Euh, voilà. Les réseaux sociaux, comme Twitter, Instagram, TikTok récemment, Facebook plus anciennement aussi. Donc là où du coup les gens partagent des informations, que ce soit avec des personnes qu'ils connaissent ou même des inconnus, donc via leur compte du coup sur les réseaux sociaux. Et on a du coup assisté pendant la période de pandémie, et notamment la campagne vaccinale aussi, à une surabondance de l'information et aussi justement à beaucoup de débats et d'émulsions autour des questions de la vaccination et des mesures sanitaires qui ont été du coup posées par le gouvernement. Donc, avant du coup de parler des informations, le premier concept que je vais vous présenter, c'est le concept d'infodémie. Alors, l'infodémie peut être considérée du coup comme une surabondance d'informations, qu'elles soient vraies ou fausses. Et du coup, ce mot est né de la contraction des mots information et épidémie, pandémie d'ailleurs. Comme exemple, on peut justement avoir différentes informations que nous avons pu observer depuis le début de la pandémie, donc que ce soit sur le nombre de morts, les mesures sanitaires, l'évolution du virus, l'évolution des situations sanitaires du pays, mais également des pays on va dire outre-Atlantique ou partout dans le monde, tout simplement, et aussi la situation sanitaire au niveau des hôpitaux. Donc, on a été bombardé d'informations dans tous les domaines, parce qu'évidemment, la pandémie a affecté tous les domaines de notre société. Et tout ça, ça s'est vraiment particulièrement manifesté sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que les réseaux sociaux regroupent du coup déjà la population en elle-même, les individus lambda, mais également du coup, tous les médias, donc les journaux, les radios, la télé, les politiques, les scientifiques, donc toutes ces personnes qui partagent de l'information. Forcément, ça crée une surabondance d'informations, donc une infodémie. Hop. Alors, et du coup, selon Ed Pertu en 2021, un article publié en 2021, en avril 2020, c'est plus d'un tweet toutes les 45 millisecondes qui a été publié sur le réseau social Twitter et concerné la COVID-19. Donc, il représente une quantité astronomique d'informations. Alors, ensuite, je vais vous présenter les concepts de mésinformation, de désinformation. Il faut savoir que la désinformation est une branche de la mésinformation. La mésinformation et la désinformation se différencient selon un critère qui est l'intention. Du coup, la mésinformation, est-ce qu'on peut qualifier le relais ou le partage d'informations fallacieuses sans intention réelle? Et la désinformation, elle porte la notion d'intention et de volonté de partager une information fallacieuse. Alors là, on a le petit schéma qui va s'afficher pour mieux comprendre la chose. Les informations, ça nous est pratiquement tous arrivé de partager une information en pensant qu'elle était vraie. C'est une erreur qui est commune en même temps, pas vérifier tout ce qu'on voit. Du coup, un membre de notre famille ou forcément nous-mêmes, on y a cru. Et du coup, on ne savait pas que l'information était fallacieuse et on l'a partagée, on l'a relayée. La désinformation, c'est savoir que l'information est fausse et quand même la partager. Alors, au niveau des objectifs et des buts dans lesquels on désinforme, on va aller voir du coup plus tard dans la présentation, je vais vous détailler un petit peu les différents buts. Mais avant ça, il faut qu'on introduise un peu plus cette notion de désinformation et de mésinformation. Si vous me posez la question, quelle est l'information fallacieuse la plus connue du coup à ce jour, moi je vous raconterai, je vous dirai c'est la Terre plate. Et donc évidemment, beaucoup de gens pensent que la Terre est plate, mais la science dit qu'à 99,99999%
voilà, des chances qu'elle soit ronde. Et on peut le voir aussi à travers différentes photos. Voilà. Il y a quand même des gens qui pensent qu'elle est plate. Libre à eux, il n'y a pas de jugement ici. Et du coup, enfin, là, je tiens à vous dire quand même que la majorité des informations fallacieuses ne sont pas aussi facilement identifiables. Et le saviez-vous? Une fake news a 70% plus de chances d'être partagée ou relayée qu'une vraie information, et elle prend également moins de temps à atteindre 1500 personnes sur les réseaux sociaux. Alors, ensuite, donc un exemple qu'on a eu pendant la pandémie et notamment après le début de la campagne vaccinale, c'est le cas de Morissette. Alors, Morissette, c'est une des premières personnes à avoir été vaccinée contre la COVID-19 et quelques jours après son vaccin, a été publié ce tweet de Aldente, du coup. Je ne le connais pas personnellement, c'est juste qui a circulé sur Twitter. Désolé pour la capture d'écran, je n'ai pas pu trouver une meilleure qualité d'image, mais voilà ce qui a été dit. Morissette, la dame de 78 ans vaccinée à Sevran, est décédée des suites d'une crise cardiaque cette nuit. Je travaille dans l'établissement où elle était résidente. Jusqu'à présent, rien ne semble indiquer que ce soit le vaccin qui soit à l'origine du décès. #vaccination. Bon, ce qui est quand même très spécial dans ce tweet, c'est que la personne dit qu'il n'y a pas de preuve comme quoi c'est lié au vaccin, sauf qu'il le précise quand même. Et en plus, il ajoute le #vaccination qui référence le tweet dans la catégorie vaccination sur la plateforme Twitter. Donc il y a quand même une idée derrière. Plus tard, une personne a donc dit à ce Aldente que c'est une fake news et il a avoué, exact, mais si ça pouvait dissuader des gens de se faire vacciner, ça me va, j'ai pas fait ça pour le buzz. D'ailleurs, beaucoup sont morts en Norvège après ce vaccin, bien après ce tweet, oui, et oui, j'ai menti. Donc il y a clairement une volonté militantiste anti-vax derrière ce tweet. Donc, il a les raisons, hein, il a ses raisons. Et du coup, ça fait aussi partie d'une des raisons de pourquoi les gens désinforment. Cependant, la désinformation, elle n'est pas faite que par des individus activistes, donc voilà, anti-vax par exemple. Elle peut avoir diverses origines. Donc là, on va voir le qui et le pourquoi. Il faut savoir que les pays, notamment la Chine et la Russie, participent beaucoup à la désinformation sur les réseaux sociaux parce que, évidemment, plus on propage d'informations fallacieuses sur les réseaux sociaux, donc pas même dans un pays, plus il va avoir des scissions dans la population au niveau de l'opinion. Et la Russie, par exemple, a utilisé pendant la période des premiers trimestres 2021, a utilisé des bots, donc on appelle des comptes automatisés, qui ont un algorithme précis pour partager des informations, pour promouvoir, du coup, qui ont pour but de promouvoir le vaccin Sputnik, mais également de décrédibiliser la sécurité du vaccin AstraZeneca. Donc voilà, et aussi ils ont utilisé une chaîne internationale qui s'appelait anciennement Russia Today et qui maintenant s'appelle RT. Donc elle est financée par le gouvernement russe justement pour propager des informations fallacieuses qui vont dans l'intérêt du coup de l'État russe et du coup voilà, de promouvoir aussi la vaccination à ce moment-là. Ensuite, alors il y a énormément du coup de comptes automatisés sur Twitter. On ne parle pas d'une dizaine, voire d'une centaine, mais c'est des milliers de comptes automatisés. Et c'est aussi pour ça que le milliardaire Elon Musk a retardé son rachat de Twitter parce qu'il jugeait qu'il y avait trop de comptes robots sur la plateforme et qu'il fallait que la plateforme fasse quelque chose pour réguler justement ces comptes automatisés. Donc voilà, récemment, on a eu la petite pastille compte automatisé pour un compte qui n'est pas géré par une vraie personne. Il faut savoir quand même que les comptes automatisés font tout pour se faire passer pour de vraies personnes. Ça les rend aussi plus convaincants. Voilà. Donc voilà, c'est quelques pistes pour expliquer pourquoi la désinformation existe également. Alors, on va même aussi me demander pourquoi, en quoi les informations peuvent être dangereuses. Effectivement, pas toutes les informations fallacieuses ont le même niveau de dangerosité. Et là, pendant la pandémie, on en a eu plusieurs, notamment au niveau des moyens pour soigner la COVID-19, en consommant de la nourriture pimentée, en buvant des boissons très chaudes, ou la pulvérisation d'eau de javel ou d'autres désinfectants sur le corps, où l'introduction justement de cette substance dans l'organisme ne protège pas contre la COVID-19, fait dangereux. Donc ça, c'est une fausse information que l'OMS a démenti sur son site. Donc là, c'est une capture d'écran du site de l'OMS où en fait ils ont regroupé toutes les désinformations qu'il y avait et ils ont essayé de démentir toutes ces désinformations qui existaient justement à propos de la désinformation. Donc là,
au niveau de la santé, ça peut poser problème, et ça pose problème. C'est-à-dire que les gens qui croient en cette information, même si ce n'est pas la majorité de la population, vont se mettre en danger ou vont mettre justement leur entourage en danger en justement partageant ce genre d'informations. Là, je vais vous introduire un autre concept, je ne vais pas plus développer que ça, mais c'est la littératie en santé. Donc, la littératie en santé, selon Stéphane Van Den Broek, c'est la capacité des individus à repérer, comprendre, évaluer et utiliser les informations utiles pour pouvoir fonctionner dans le domaine de la santé et agir en faveur de leur santé. Sauf que si vous mettez une personne dans un contexte de surabondance d'informations et également d'une grande proportion d'informations fallacieuses, comment peut-elle prendre une décision en santé si toutes les informations se contredisent et ou même elle est entrée dans un cercle de désinformation. Donc là, ça complique évidemment la prise de décision pour sa santé et aussi la santé d'autrui. Du coup, là, je vais vous montrer un exemple justement de lutte de l'OMS et du gouvernement du Royaume-Uni contre la désinformation. Donc, protégez vous et les autres en signalant la désinformation. Il faut savoir que je voulais vous montrer d'autres pubs, parce qu'il y avait des pubs de l'OMS sur Facebook qui apprenaient les gens à débunker des notions qu'on va avoir plus tard, les fausses informations. Il ne va plus les retrouver malheureusement, mais du coup là j'ai trouvé ça à la place. Donc on pourrait se poser la question, mais pourquoi les fausses informations sont-elles davantage partagées? Il faut savoir qu'il existe des facteurs d'influence présentés par David Robert Grimes, donc, un chercheur qui a fait une étude l'année dernière, enfin, non, il y a 2 ans, pardon, excusez-moi, où en fait il essayait de comprendre jusqu'à quel point les théories du complot pouvaient exister. Donc, c'est-à-dire qu'il faisait une série de calculs en prenant en compte les différentes théories du complot qui existaient autour des vaccins, notamment la puce 5G, et il expliquait que, au vu du nombre de personnes qu'il faudrait impliquer dans ce complot, donc dans un mensonge, les théories du complot ne duraient pas une semaine. C'était un peu spécial comme article, mais c'est très intéressant parce que dans cet article-là, il présentait des facteurs d'influence. Donc, voici les 3 qu'il a présentés. Donc, le phénomène de vérité illusoire explique que l'exposition répétée au mensonge pourrait nous inciter à l'accepter implicitement, même lorsque nous sommes conscients en fait que l'information est fausse. Ainsi, il croit que lorsque la désinformation sur la santé domine, notamment sur les réseaux sociaux, cela conduit à rejeter les points de vue médico-scientifiques. Le sophisme de la vivacité anecdotique, c'est que nous aurions tendance à réagir avec plus de véhémence aux informations qui sont connotées émotionnellement qu'aux analyses plus sobres. Par conséquent, les allégations alarmantes, mais non fondées, attirent fréquemment l'attention, généralement lorsqu'elles sont associées à un récit ostensiblement personnel. C'est-à-dire qu'en gros, ça a été aussi vu dans la littérature, c'est que par exemple, les informations anti-vax ont tendance à susciter l'émotion, généralement négative, par l'exposition de faits graves qui seraient arrivés personnellement et à la personne qui publie cette information. C'est arrivé. Pas que c'est la majorité des informations, mais on va dire, c'est une astuce entre guillemets qui est utilisée. Et enfin, l'heuristique de disponibilité, c'est du coup un facteur d'influence qui explique que un individu accorderait plus de poids à une information qui est plus facilement rappelée, même si cela peut être trompeur. Les allégations de complots médico-scientifiques, donc comme la puce 5G, voilà, les laboratoires pharmaceutiques, etc., sont généralement choquantes, ce qui les rend plus facilement rappelables et augmente leur importance apparente. Et là, on revient justement à nos bots Twitter qui, eux, justement, vont aller relayer plusieurs fois ces informations, qui vont les rendre, du coup, on va dire répétées, donc qui vont faire en sorte que ça se répète dans les fils d'actualité. Donc, plus la désinformation est répétée, plus on aura tendance à s'en rappeler, plus on aura tendance à le partager aussi. Et du coup, et le prendre en compte comme une réalité, même si on sait que globalement, ces informations sont fausses. Voilà, ce sont des facteurs, ils ne sont pas exhaustifs, mais voilà les différents facteurs que lui a présentés. Ensuite vient le facteur de confiance. Alors la confiance, donc il faut savoir que la France est un des pays comptant le plus d'hésitants vaccinaux et d'antivax au sein de la population générale. Et on peut se demander pourquoi la France serait-elle partie des pays où la méfiance envers les vaccins et la vaccination serait la plus forte. Après, on peut évidemment l'ouvrir par rapport à la santé et globalement au gouvernement et aux mesures que le gouvernement demande à la population d'adopter pour leur santé.
Ça pourrait venir justement de l'histoire sanitaire de la France. Il faut savoir que les scandales et les polémiques sanitaires alimentent la méfiance envers le gouvernement et les institutions de santé. Donc nous, là, ces deux exemples qu'on peut avoir, c'est l'affaire du Mediator, hein, avec les effets graves qui ont été occultés par les laboratoires et aussi par le gouvernement. Et également la corrélation entre vaccins contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Donc là, c'est vraiment deux petits exemples, on a aussi beaucoup plus quand même qui existent. Et ces polémiques et scandales sanitaires viendraient à alimenter ce qu'on appelle la culture vaccinale locale, qui a été du coup un concept qui a été mis en avant par Strickland. Donc la culture vaccinale locale, en fait, c'est toutes les polémiques, scandales, etc., qui existent du coup, et là, on a l'organisme qui du coup vont étioler la confiance de la population envers les organismes de santé et les gouvernements. Eux-mêmes, ces entités vont aller alimenter les polémiques et les scandales sanitaires en justement ne les gérant pas ou très peu, ce qui va annuler du coup, qui va du coup alimenter la culture vaccinale locale, qui elle va à son tour rétioler la confiance que la population a entre les organismes de santé, le conseil de santé et le gouvernement. Donc, les pistes de réflexion par rapport à tout ça, c'est de se dire qu'il faudrait promouvoir une communication empathique, transparente. euh, Attendez une seconde, excusez-moi. Hop, de la part du gouvernement et des autorités sanitaires en limitant ce que l'on appelle l'effet boomerang ou le backfire effect. Le backfire effect, c'est un effet qui a été montré dans la littérature où quand on essaie de contredire quelqu'un sur ses croyances, notamment voilà, des croyances en santé, en fait, la personne aura tendance à réagir à l'attaque en s'ancrant davantage dans justement ses croyances, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut promouvoir une communication empathique, donc qui est ouverte sur ce que les personnes pensent justement dans certains domaines de santé, donc leurs croyances, et essayer de gérer ça sans essayer de les convaincre finalement en fait. Ensuite, on a donc formé les individus aux différents biais cognitifs, manipulation, mais globalement à la recherche d'informations en autonomie sur les médias, et notamment Internet, parce que c'est un des médias qui est le plus consulté maintenant pour la recherche d'informations en santé, pour vaccination et autres, évidemment. Donc, c'est former les personnes à la littératie en santé numérique. Donc, comment s'orienter dans la forêt d'informations que représentent les plateformes numériques et comment justement faciliter le processus de traitement de l'information que nous avons présenté tout à l'heure, donc avec la littératie en santé. Enfin, donc ce serait initier des individus aux stratégies de débunkage. Donc le débunkage, c'est prendre une information, vérifier sa véracité, et du coup, débunker, c'est prendre une fausse information et d'aller vérifier pourquoi elle est fausse, d'où elle vient. Et il y a des outils qui existent pour ça, notamment ce qu'on appelle le décodex qui a été créé par le journal Le Monde, qui permet de copier l'URL d'une publication et de vérifier justement sa véracité. Et il y a d'autres outils qui existent, évidemment. Donc, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'aujourd'hui, à l'ère où Internet, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre quotidien, il faudrait maîtriser l'information, comprendre cette information, mais également, surtout, comprendre la manière dont les gens traitent justement les informations. Il faudrait permettre aux individus de développer l'esprit critique, leur esprit critique en fournissant des outils de compréhension et en justement formant ces individus dès le plus jeune âge à s'orienter dans les informations et justement promouvoir une communication plus transparente et empathique de la part du coup, des gouvernements et des institutions de santé.